On nous vend un Macron européen qui va sauver l'Europe, qui va restaurer l'image de la France à l'international. C'est ce qu'on nous avait vendu. Ouais. Et bien en fait, je me rends compte que la plupart des leaders internationaux, qu'ils soient d'États démocratiques ou parfois de puissances plus autoritaires, ne prennent pas au sérieux Emmanuel Macron. Parce que depuis le début du quinquennat, il n'a pas arrêté d'être dans la godille et dans le en même temps diplomatique. Et donc en fait, les leaders internationaux, à un moment donné, ils ne savent pas à qui ils parlent. Tu l'as appelé l'emprise. Le sous-entendu, c'est l'emprise de la France et de son président. Mais moi, quand j'ai terminé le livre, le premier titre qui m'est venu, c'est pas l'emprise, c'est le naufrage, quoi. Je suis ravi de te voir, Marc. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça va faire 2 ans. Bah oui, confinement oblige, pandémie oblige. Et tu reviens avec un pavé que j'ai lu entièrement, contrairement à d'autres. C'est vrai. Je viens de le finir. Je l'ai fini il y a une demi-heure. Et j'ai plusieurs réflexions avant de démarrer l'entretien. La première, c'est que ce dont tu parles, entre autres, c'est-à-dire la politique étrangère de la France, on va dire, tu évoques l'Algérie, la Libye, les États-Unis, la Chine, etc. C'est des sujets qui, finalement, je m'en suis rendu compte en te lisant, passent évidemment sous les radars de la télévision, mais aussi sous les radars des grands médias. On oublie assez vite les crises, on oublie assez vite qu'il y a eu un port qui a sauté au Liban, toutes les suites de tout ça. Et donc, le livre revient sur tous ces événements et nous donne des clés, va vraiment dans les coulisses, très, très, très loin. Tu l'as appelé l'emprise. Le sous-entendu, c'est l'emprise de la France et de son président. Mais moi, quand j'ai terminé le livre, le premier titre qui m'est venu, c'est pas l'emprise, c'est le naufrage, quoi. Oui, alors en sachant que je voulais pas faire un livre entre guillemets décliniste, mais clairement le constat général n'est pas particulièrement brillant. Et comme tu le... fais pas de langue de bois, c'est vraiment un naufrage. On a l'impression d'un président de la République depuis 5 ans qui s'agite, qui fait des déclarations d'intention. Je parle de l'agitation présidentielle. Oui, non, mais t'en parles. Et chaque fois, il perd. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Rien, pratiquement. Alors pourquoi ? Parce que je l'explique dans le livre, il n'a pas de stratégie, il est à courte vue, il se fait balloter par différents intérêts privés, étrangers, et c'est le constat assez sombre d'une France qui est assez paumée au niveau international, pas que du président de la République lui-même, mais également de l'ensemble des dirigeants économiques, politiques. On l'a vu d'ailleurs à travers ce qui s'est passé sur la pandémie quand même. Un état de sidération dans la population, mais également un état de sidération, on va dire, dans les dirigeants économiques et politiques sur le fait que, par exemple, on s'est retrouvé quand même sans masque, sans instruments pour lutter contre la pandémie, sans vaccin, alors qu'on était dans la gloriole nationale jusqu'à présent, en disant le meilleur système de santé, le pays de Pasteur. Et en fait, le livre, il dévoile une chose, c'est qu'on a vécu depuis une vingtaine d'années, ou même trentaine d'années, en France, sur un sentiment nostalgique de la grandeur passée du pays. Toute une partie de la population, une certaine génération, bercée, tu parlais des grands médias, notamment par la grande messe du 20h, tant de TF1 que de France 2, est restée dans l'idée que c'était quelque chose d'immuable. Et en fait, il y a énormément d'éléments qu'on a perdus. Le constat que je fais, c'est que la France s'est désarmée à tout niveau, au niveau industriel, au niveau et sa diplomatie, au niveau stratégique, au niveau de sa diplomatie. Non, mais je veux dire, diplomate aujourd'hui, c'est névropathe, quoi, où les mecs sont complètement dépressifs. Ils vont pas bien, les diplomates du Quai d'Orsay, je te le confirme. Alors, parce que tu racontes très très bien ça dans tout le livre, Macron privatise aussi la diplomatie, c'est-à-dire qu'il passe par des réseaux économiques, il passe par des copains, etc. T'as l'impression d'un feu follet, enfin de quelqu'un qui fait... Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait plein de déclarations dans tous les pays, et puis derrière, il se fait laminer. Et comme on n'a pas la mémoire de tout ça, mais je t'assure que l'accumulation de tout ça, à la fin, tu te dis, mais putain, mais c'est excuse-moi, je dis des gros mots, mais c'est pire que... On va dire que je fais de l'antimacronisme, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est hyper factuel, tu donnes des détails. Ah oui, c'est un tableau clinique. On voit bien comment le mec fonctionne. Tu prends pays par pays, tu te dis, waouh. Alors déjà, pour revenir sur ton constat sur les grands médias, c'est vrai, grands médias ou médias mainstream, en tout cas les médias audiovisuels, grand public,
traite quasiment plus d'international ou par le petit bout de la lorgnette, ou sinon sur de l'événementiel pur. Là, on le voit avec la crise ukrainienne, donc on fait peur, on fait monter les gros titres. En Ukraine, à Kiev, où les habitants ne savent plus très bien s'ils doivent se préparer à la guerre. À la une ce soir, l'Ukraine. Et qui croire et que croire dans cette crise et cet étrange jeu d'escalade et de désescalade, la diplomatie réactivée ces dernières heures. En quelques semaines, les Russes ont massé plus de 150 000 soldats, 1200 chars et 200 avions. Mais en ce qui concerne à la fois le décryptage des enjeux internationaux, pays par pays, ou même du travail de journaliste sur l'activité diplomatique de la France, on en reste à des effets de communication, à des effets d'image. Donc, c'est les petites tapes dans l'épaule à Donald Trump, à Joe Biden. C'est des personnages du livre. Voilà, c'est des personnages du livre. Emmanuel Macron aime bien se mettre en scène. On se souvient, dès juin 2017, lors d'un G7, je crois me souvenir, il fait des photos avec Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Et donc, Emmanuel Macron a joué sur son image internationale depuis le début de sa carrière politique. Il parle anglais, il était ministre de l'économie, il allait apporter le monde, entre guillemets, le monde néolibéral à la France. Il a fait un beau discours tout au début, un discours en Afrique sur les droits de l'homme et tout ça. Pendant la campagne présidentielle, effectivement, il y a le fameux déplacement en Algérie où il fait effectivement ses déclarations très fortes sur il s'en prend plein la gueule aussi. Les crimes contre l'humanité. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et effectivement, là, il y a toute une polémique avec les Français pieds noirs, notamment dans le sud de la France. Ça a été chaud à ce moment-là pendant sa campagne. Par exemple, là, excuse-moi si je te coupe, mais parce que parlons de l'Algérie. Là, tu parles de l'Algérie, c'est vraiment intéressant. Je résume ce que j'ai compris, c'est-à-dire que où on voit d'ailleurs, il y a plusieurs personnages dans le film. Dans le livre. On s'y perd un peu, et on parlera peut-être du journalisme après, mais c'est vrai que cette enquête amène à se poser des questions sur ce qui est possible de faire dans le journalisme aujourd'hui ou pas. En tout cas, toi, c'est du vrai journalisme. Oui, c'est du vrai journalisme. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux personnages derrière Macron qui apparaissent beaucoup dans ton bouquin. C'est Alexandre Jouri, dont on parlera, et surtout Alexis Collère. Moi, j'ai découvert on en parlera aussi de Collère, mais revenons sur l'Algérie, parce que je trouve que c'est emblématique de la méthode Macron. Il va dire une chose et son contraire, va faire des déclarations en parfait soutien à la révolte du peuple algérien massacré par l'armée française, etc., en oubliant les exactions du FLN. Enfin, il est sans demi-mesure par rapport à ça, donc il s'en prend aussi plein la gueule par tous ces gens qui ont la mémoire de la guerre d'Algérie. Et puis après, c'est tous ces réseaux d'affaires. Il va faire tout un travail de lobbying avec des patrons, sans imaginer que Bouteflika va tomber, et que tous ces patrons, la plupart de tout le réseau qui s'est constitué vont en tôle ou vont se retrouver en prison. Et donc, il est à poil avec l'Algérie. En partie. Et puis, il y a beaucoup d'éléments que je décris. Sur l'Algérie, il y a plusieurs choses. C'est l'exemple parfait de la diplomatie parallèle d'Emmanuel Macron, qui a toujours eu cours, on va dire, sous la Ve République. Mais là, ça a atteint un niveau extrêmement important. Pourquoi ? Parce que sur un mouvement international, plutôt, les intérêts privés priment de plus en plus, y compris dans les relations entre États, dans les relations politiques entre États, et ça interfère sur les dossiers industriels, sur les dossiers stratégiques et sur les dossiers également énergétiques, parce que la question énergétique, et notamment vis-à-vis du climat, est extrêmement importante. Et du gaz, du nucléaire, les énergies renouvelables. J'en parle beaucoup dans le livre, mais parce que ça fait partie des éléments extrêmement importants aujourd'hui, souvent non explicités justement par les journalistes ou par les responsables politiques derrière leurs choix internationaux. Et concernant l'Algérie, effectivement, il y a tout l'épisode que je relate de nouveau, parce que je l'avais déjà relaté dans mon précédent ouvrage, mais sauf que là, je le fais avec de nouvelles informations, avec effectivement une partie de l'épilogue, c'est-à-dire le Irak en 2019, donc ce grand mouvement populaire en Algérie qui a amené le régime à un petit peu donner des signaux forts à la population. Et donc effectivement, il y a une bonne partie des oligarques algériens que Macron avait rencontrés pendant sa campagne qui sont tous retrouvés en prison. Les Algériens les appellent les oligarques. 12 hommes d'affaires à la tête d'empires industriels parmi les plus grandes fortunes du pays. Toujours certains aujourd'hui encore. Par exemple, je pense au patron des patrons algériens qui s'appelle Ali Haddad,
qui a été condamné après appel même pour corruption, et je crois qu'il a une peine très lourde de 20 ans de prison. Oui. Ali Haddad, c'est un peu un symbole en Algérie parce que il était représentant, donc, comme je l'ai dit, des patrons, mais il était aussi le représentant, on va dire, de l'affairisme dans le régime algérien et de la corruption, notamment auprès du frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui était un des vrais hommes forts du régime finissant de Bouteflika. Et Emmanuel Macron, durant sa campagne présidentielle, c'est ce que je raconte, a pas hésité à dealer avec ces gens-là, à traiter parfois de dossiers stratégiques alors qu'il n'était pas encore président de la République. Donc j'évoque le fameux projet de gazoduc passant du Nigeria, en passant par le Sahel jusqu'en Algérie. Ouais. Et donc il a un comportement, tu parlais de colère d'ailleurs, ça c'est un de mes interlocuteurs qui me l'a explicité après avoir lu le livre d'ailleurs. Il m'a dit finalement l'Élysée sous le dernier quinquennat, c'est Macron colère et associé. C'est-à-dire que il privatise l'État, quoi. Macron a quand même gardé une pratique, et pourtant ça fait longtemps que j'enquête et que je suis clinique, prudent, comme tu sais, mesuré. J'avais enquêté sur son parcours chez Rothschild, la banque Rothschild, mais j'avais jamais été trop sur le cliché. C'est un banquier d'affaires, parce que justement, mon premier livre, L'ambigu Monsieur Macron, c'était pour montrer qu'il avait du sens politique, qu'il fallait pas le disqualifier politiquement, qu'il allait sûrement jouer sa carte. Et d'ailleurs, une partie des faits m'ont donné raison. Il est devenu président de la République. Mais dans le même temps, depuis qu'il est au pouvoir, je dois dire qu'il a quand même un comportement au niveau international de banquier d'affaires. Oui, mais pire que ça, parce que banquier d'affaires, en même temps, il tire un bénéfice où il essaie d'arranger les choses, il fait du business, il fait des fusions-acquisitions, des choses comme ça. Je pense à la Russie aussi, à Poutine. Tu racontes un truc que j'avais oublié, mais un jour, il boycotte Poutine et le Salon du Livre pour des raisons de dissidents russes qui sont en prison pour les droits de l'homme, etc. Puis 2 mois après, il va lui faire des bisous à Saint-Pétersbourg. Il tient des discours des fois anti-russes, pro-russes. Enfin, il rend dingue n'importe qui. Et il rend dingue Poutine, d'ailleurs. Alors ça, c'est pas une des découvertes, parce que c'était quelque chose que moi, j'ai appris très tôt. Ça explique aussi les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce 500 pages, dans ce pavé. 520, 560, exactement. Ouais. C'est que depuis le début du quinquennat, à travers différentes sources, notamment au niveau international, je sais que les différents dirigeants étrangers, notamment en Europe, on nous vend un Macron européen qui va sauver l'Europe ou toutes ces choses-là, ou un Macron qui va restaurer l'image de la France à l'international. C'est ce qu'on nous avait vendu. Ouais. Et bien en fait, je me rends compte que la plupart des leaders internationaux, qu'ils soient d'États démocratiques ou parfois de puissances plus autoritaires, tu parlais de Poutine, en fait, ne prennent pas au sérieux Emmanuel Macron. Parce que depuis le début du quinquennat, il n'a pas arrêté d'être dans la godille et dans le en même temps diplomatique. Et donc, en fait, les leaders internationaux, à un moment donné, ils ne savent pas à qui ils parlent. D'ailleurs, si j'ai c'est pas un reproche, il y a un absent dans ton livre, tu en parles un petit peu, mais il est quand même ministre des Affaires étrangères, c'est Le Drian, quoi. Tu as l'impression que Le Drian, c'est une potiche, on se dit, d'ailleurs, tu parles pas tellement de ces affaires africaines. Il fallait que je fasse des choix. Ouais. Et effectivement, on pourrait parler. 1000 pages voilà, c'est ça. Mais tu dis, il sert à rien, Le Drian. Mais il fait où on lui dit de faire. Oui, alors ça, tu parlais de colère, c'est l'hyper-présidence macronienne. On a toujours, on va dire, la diplomatie a toujours fait partie de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République sous la Ve République, donc diplomatie et défense. Donc il y a toujours eu une concentration du pouvoir de la diplomatie à l'Élysée. Sous la Ve, le Quai d'Orsay a souvent été mis de côté, mais là, sous Emmanuel Macron, le Quai d'Orsay est quasiment constamment sur tous les dossiers mis de côté, y compris le ministre des Affaires étrangères. Et tu parlais de potiche. Alors, c'est pas un terme que j'ai utilisé. Non, mais je fais une interprétation. Mais c'est une interprétation. J'ai lu le bouquin, franchement, il potiche, je suis gentil. Tu es gentil. Ouais. Parce qu'effectivement, il apparaît absent, Jean-Yves Le Drian apparaît absent de nombreux dossiers. Et je reviens en Algérie, parce que j'ai oublié de t'interroger là-dessus. À un moment, tu laisses entendre, ou j'ai mal lu, qu'il y a peut-être eu du financement politique par les oligarques algériens de la campagne de Macron. Alors ça, qui en parle, on va dire, en on, parce qu'il en a parlé à nos confrères du Monde, Johan Tillwyn et Simon Piel, qui ont fait un livre biographique sur lui, c'est Alexandre Jory. C'est Jory. Oh putain, il y a une citation de Jory, il faut que je la retrouve dans le bouquin du Monde. Pourtant, à l'automne suivant, mes confrères du Monde, Johan Tillwyn et Simon Piel, dans un ouvrage consacré, donc tu cites des confrères, à Jory, rapportent des propos chocs que leur a tenus Jory, Alexandre Jory, sous contrôle judiciaire à Londres à l'époque. J'ouvre les guillemets. Macron, c'est un pote.
J'avais filé 18 millions d'euros pour sa campagne. On a dîné ensemble à Alger. Il a même voulu prendre un selfie avec moi. Mais je lui ai dit, arrête tes conneries, Emmanuel. Voilà, il parle de lui comme ça à l'Élysée, dément, immédiatement et avec force, ses affirmations. Enfin, on en a très peu parlé, quoi. Alors, Djouri est capable d'inventer un truc comme ça? Ça, c'est ce que déclare Djouri. Alors, ce que je trouve assez surprenant, c'est que la citation a été publiée. Ouais. Elle a été publiée par les confrères qu'on a cités. Ils ne l'ont pas commentée, d'ailleurs. Ils publient la citation sans faire de commentaire. Elle est énorme, cette citation. Elle est énorme, cette citation. Moi, je l'ai recitée dans le livre parce que, justement, j'avais déjà pointé certaines zones d'ombre du fameux voyage de Macron pendant la campagne présidentielle. Et par ailleurs, cette citation a été citée une seule fois dans la presse, dans le Nouvel Observateur, quand on a fait une brève, qui citait mon ouvrage, d'ailleurs, qui relatait une éventuelle rencontre entre Alexandre Djouri et Emmanuel Macron lors du voyage de février 2017 à Alger. L'Obs a contacté l'Élysée qui, à ce moment-là, a démenti. Mais effectivement, personne n'est revenu sur cette citation. On peut dire à minima que c'est une forme de clin d'œil d'Alexandre Djouri. On pourrait parler de carte postale. Moi, je n'ai pas de preuve pour dire qu'il y a bien eu un financement tant algérien qu'un financement carrément d'Alexandre Djouri. Mais même il y a eu des papiers déjà sur quel était l'intérêt d'Emmanuel Macron de se faire aussi bien voir de ces hommes d'affaires algériens, milliardaires pour certains. Alors, mais j'apporte un élément de compréhension. C'est que Djouri ne cite pas le chiffre de 18 millions d'euros en l'air, par hasard. En fait, j'en avais parlé dans le dernier ouvrage, mais sauf que je n'avais pas compris tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il faut aussi me laisser un peu de temps d'interprétation parfois. En l'occurrence, qu'est-ce que j'avais expliqué, moi, la dernière fois? Un peu dans le vide, d'ailleurs, parce que, finalement, pourquoi c'était dans le vide? Parce qu'il y avait eu tout un storytelling pour dire qu'Emmanuel Macron avait réussi à récupérer énormément d'argent, énormément de dons privés, et que donc, jamais autant un candidat à la présidentielle avait récupéré de l'argent. Auprès de qui Emmanuel Macron est allé faire campagne? Pas auprès de l'ensemble des citoyens français. Il est allé faire campagne à Londres, il est allé faire campagne à New York en organisant des dîners où la place autour de la table valait 7 500 €, c'est-à-dire le montant maximum qui pouvait être donné par En Marche. Et en fait, moi, qu'est-ce que j'avais dit dans le précédent ouvrage? J'avais dit, mais non, Emmanuel Macron a eu des difficultés financières sur sa campagne. Il a fait un prêt. Et d'ailleurs, dans le livre « Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron », il y avait tout un chapitre qui s'appelait « Mes comptes de campagne » où j'expliquais par A plus B toutes les difficultés financières que Emmanuel Macron avait eues sur sa campagne. Pourquoi? C'est qu'il n'a récupéré sur l'argent de sa campagne que 5 millions d'euros de dons privés en réalité. Le reste de sa campagne a été bouclé officiellement par 2 prêts bancaires qu'il n'a obtenus qu'en toute fin de campagne. Et ce prêt bancaire est à la hauteur de 11 millions d'euros. À l'époque, j'avais dit qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et avril 2017, parce que effectivement, ce que j'avais démontré, c'est qu'entre janvier et avril 2017, il avait de très graves difficultés financières parce que les 5 millions d'euros de dons privés avaient déjà en partie été consommés. J'avais noté qu'il y avait eu un problème de trésorerie. Ça, c'est un premier point. L'autre élément, en tout cas, que j'ai découvert, c'est que les personnes qui se sont penchées sur le berceau d'Emmanuel Macron derrière le prêt, et c'est ça qui est intéressant, notamment un courtier d'assurance qui est très connu sur la place de Paris, mais également, et qui est lié historiquement à ce qu'on appelle la compagnie financière de Rothschild, à ne pas confondre avec Rothschild & Co. C'est pas la même chose, la compagnie financière de Rothschild, c'est une autre branche de la famille Rothschild, qui est une grande... C'est eux qui se sont battus ensemble, non? Et Macron les a rabibochés. Effectivement, il y a eu une bataille entre la compagnie financière de Rothschild, qui est à Genève, et la banque Rothschild, qui est à Paris. C'est 2 branches de la famille qui se sont un peu fâchées, notamment sur l'utilisation du nom Rothschild. Je le répète, Emmanuel Macron a travaillé pour Rothschild & Co., donc à Paris, mais pas pour la compagnie financière de Rothschild. Mais qu'est-ce que j'ai découvert, notamment en continuant l'enquête, c'est qu'en réalité, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, et ça c'était mon premier constat que j'avais fait il y a maintenant près de 7-8 ans, quand je fais l'ambigu Monsieur Macron en 2015, qu'est-ce que je disais à l'époque? Je disais qu'Emmanuel Macron adore jouer des réseaux contraires, parfois antagonistes et parfois en lutte entre eux, et de se placer au milieu, et de jouer les deux pour se croire libre de tous les réseaux. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait avec Rothschild & Co, parce qu'en fait, il avait depuis longtemps de nombreux liens avec la compagnie financière de Rothschild. Or, le courtier en assurance qui lui permet d'avoir le prêt, d'ailleurs, je l'ai interrogé dans le livre, il a dit « Oh, mais j'ai fait ça par hasard ».
c'est le terme qu'il m'a employé quand je l'ai contacté, et il rajoute, c'est des gens de notre connaissance qui nous ont mis en relation, comme ça. Et ça s'est fait au cours de la campagne, par hasard. Et en fait, je me suis aperçu que dans les relations d'affaires à Paris historiques d'Alexandre Joury, ce courtier d'assurance était au cœur. Par ailleurs, la compagnie financière de Rothschild a des liens également historiques avec le réseau de Genève d'Alexandre Joury. Oui, donc Joury l'a aidé à récupérer... Je ne sais pas si Joury a aidé, mais en tout cas... C'est troublant, quoi. Cette proximité est troublante. En tout cas, la proximité est troublante. Et surtout, ça dit une chose, c'est qu'Alexandre Joury sait des choses sur le financement de la campagne. Okay. Et il fait passer des messages. Alors, et par ailleurs, il a cette capacité à dire « c'est moi qui l'ai fait », alors que c'est plutôt ses amis qui l'ont fait. C'est son côté voyou, quoi, un peu roublard et tout ça. On va parler de Joury maintenant parce que c'est un des personnages du livre et c'est très étonnant la manière dont tu parles de lui parce qu'il intervient assez souvent. D'ailleurs, j'ai découvert une de ses amies, Pascale Janin-Pérez, enfin je la connaissais de nom, mais elle a aussi une des personnages du livre qui est très importante, qu'on voit arriver à 2-3 moments du livre, quoi. Mais revenons sur Joury. Joury, il a quoi, 9 chefs d'inculpation sur le dos, c'est ce que tu dis. Ouais, il en a peut-être même 10 si on est précis, je crois, maintenant. Mais c'est quoi, c'est corruption, trafic d'influence, je crois, j'ai plus la mémoire de tous les... Mais donc, c'est dans le cadre du dossier, notamment du dossier supposé du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est un dossier qui a largement été documenté par Mediapart. Qu'est-ce que je raconte dans le livre? C'est la manière dont Alexandre Joury, alors qu'il était sous contrôle judiciaire à Paris après son arrestation à Londres, donc il faut se rappeler début 2018, avant l'affaire Benalla, il s'était retrouvé en prison à Londres, puis en contrôle judiciaire. Attends, je te coupe parce que tu as une anecdote que je voudrais que tu racontes. Tu démarres un chapitre comme ça sur Joury, c'est son anniversaire à Londres, et ils partent en TGV. Alors, il y a Dominique de Villepin, il y a cette fameuse... Janin-Pérez. Il y a Hervé Sévenot, qui est un compagnon de route d'Alexandre Joury. Il y a Benalla non, il n'y a pas Benalla. Parce que Benalla, elle verra après. Voilà. Mais il y a effectivement Dominique de Villepin, il y a Bernard Scorsini. Oui, c'est Scorsini. Il y a Bernard Scorsini. Donc, Joury vient d'être arrêté à Londres. Il a passé, je crois, quelques semaines en prison. Il est mis en contrôle judiciaire à Londres. Et donc, il est dans un appartement à Londres avec certaines obligations comme sous un contrôle judiciaire. Et donc, une partie de ses amis français décide de lui faire une surprise, parce que c'est une surprise, pour son anniversaire. Et c'était en février 2018. Et effectivement, ils prennent tous le même Eurostar. Et manque de peau pour eux, l'Eurostar, c'est une anecdote, mais elle est assez amusante, tombe en panne avant d'entrer dans le tunnel sous la Manche. Ils vont jamais pouvoir aller à Londres parce qu'en fait, ils resteront 4 heures paumés avant d'entrer dans le tunnel sous la Manche. Il y a même Dominique de Villepin qui passe un coup de téléphone. J'allais te le dire, Nous, quand on a des problèmes de train, lui, quand il y a un problème de train, il appelle le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi. Il y a l'ancien Premier ministre, donc Dominique de Villepin, qui appelle Guillaume Pépi, à l'époque patron de la SNCF, pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Bon, ils reviennent tous à la case départ à Paris. Mais ça montre quoi? Ça montre la proximité, la puissance du réseau d'Alexandre Joury. Et même quand il a des soucis judiciaires et qu'il est arrêté à Londres, ses amis se déplacent. On peut dire, c'est des amis, donc ils sont gentils. Après, il se fait extrader en France. Voilà. En France, il se retrouve en prison, dans un premier temps. Bah oui, vu la barque chargée, tu te dis c'est un peu normal, quoi. Donc il est en tôle. Et bizarrement, tu le retrouves dans un appartement prêté par cette dame. Non. C'est pas elle ? C'est pas elle. Il est prêté par un de ses anciens amis qu'il a connu dans le Sentier, notamment, il y a très longtemps, dans les années 80, quand il frayait parfois avec le banditisme dans les années 80. Et donc, cette dame dont tu bosseras le portrait, Pascale Janin-Pérez, elle lui a fait à bouffer, elle le voit beaucoup. Il y a une très grande proximité. Il y a une très grande proximité. Et donc, il a un bracelet électronique. Donc, il a un bracelet électronique, voilà, il est obligé de pointer au commissariat. Il n'est pas en grande forme, il déprime. Il déprime, il fait des bouffes, je ne sais pas quoi, il y a des copains qui viennent et tout. Pas beaucoup, en fait, à l'époque. Parce que justement... Mais il a des problèmes cardiaques, réels ? Ça, c'est ce que son entourage dit à la presse à l'époque. J'ai eu les mêmes échos. Ouais, non, mais moi aussi, on m'avait dit qu'il était... Voilà. Mais donc, la chose drôle, c'est que
par miracle, cet Alexandre Jory, quand même, assez ennemi public, enfin un type qui a quand même bien magouillé, qui est sur plein d'affaires, on le retrouve à Genève, là voilà. aussi, extradé, et en faisant un pied de nez à tout le monde, quoi. Voilà. Alors, c'est quoi l'explication ? Je ne sais pas, j'ai pas toute l'explication. En tout cas, qu'est-ce que je dévoile ? C'est qu'effectivement, Alexandre Jory, qui était sous contrôle judiciaire à Paris, bracelet électronique, on est à l'automne 2020, donc après le premier confinement, mais au moment du deuxième confinement, tout d'un coup, j'apprends que Alexandre Jory n'a plus son bracelet électronique et est parti à Genève. Et je sors l'information à l'époque, le scoop, dans La Tribune, le journal économique pour lequel je travaille régulièrement. J'en fais une chronique où j'explique que Alexandre Jory est de retour à Genève sans bracelet électronique. J'appelle le parquet national financier, j'appelle les avocats d'Alexandre Jory, pas de commentaires. Donc, à l'époque, je n'ai pas réussi à avoir des commentaires officiels. Depuis, on ne m'a pas donné d'explications. Et d'ailleurs, les juges ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas l'auditionner. Ah si, alors les juges continuent de l'auditionner. Donc, encore dernièrement, alors, parfois, ils sont allés à Genève, mais parfois, il va de lui-même, sagement, entre guillemets, se présenter devant les juges à Paris. Et donc, là, c'est une anecdote, mais il le fait totalement ouvertement parce qu'il débarque dans certains palaces parisiens quand il y va. Non, ce qui est assez surprenant sur cette plus qu'anecdote, parce que c'est quand même une information importante, c'est qu'elle n'a suscité aucun commentaire dans la presse française. Non, mais j'ai vu ça. C'est quoi Et voilà, après, moi, je fais mon petit travail de journaliste, de petit artisan, j'apporte les éléments, les informations que j'ai. Il y a pas eu de papier. Il y a eu un ancien confrère du Canard enchaîné qui s'appelle Nicolas Beau sur un site qui en a reparlé sur son site plusieurs mois après. Et il y a eu une brève. Il y a eu une brève dans le Nouvel Obs de nouveau pour dire 6 mois après, ils ont dit comme on le savait, Alexandre Jory est à Genève et patati patata. Mais en fait, cet épisode-là n'a pas été documenté et n'a pas été commenté par la presse. C'est d'autant plus surprenant sur cet épisode-là que durant les 2 ans où Alexandre Jory a eu le plus de problèmes avec la justice, pour la première fois de son existence et de sa carrière, il a assuré énormément de relations publiques auprès des médias. Il a donné une interview à David Pujadas. Avez-vous, Alexandre Jory, servi d'intermédiaire entre la Libye et l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 pour un financement occulte? Alors, premièrement, il aurait fallu que je connaisse l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Et tout d'un coup, la lumière s'est éteinte. Et c'est quoi ? Et quelles sont comment tu pourrais résumer les relations entre Jory et Benalla ? Benalla va le voir souvent. Benalla en a parlé de lui-même, de ses relations, parce qu'il a expliqué qu'il admirait Alexandre Jory. Et notamment après avoir lu, alors ça c'est le clin d'œil de Benalla, après avoir lu le livre de Pierre Péan, La République des mallettes, qui était principalement centré sur le parcours de cet homme de l'ombre de la République. En gros, il dit qu'il aimerait bien se placer comme Alexandre Jory. Mais il y a un sous-texte aussi, c'est genre, je fais un peu comme lui. Voilà, donc ça, c'est les différents signaux qu'il a pu envoyer. On voit bien que Macron est jamais loin, quoi. Alors, Macron est jamais loin dans cette histoire, même si ça embête beaucoup la Macronie. Parce qu'en fait, quelque chose que j'ai compris là-dedans, c'est que vraisemblablement, la survenue de l'affaire Benalla est en partie liée à des très fortes tensions de réseaux très puissants au sein de la Macronie qui se font la guerre. En fait. Tu le dis à la fin, je ne spoil pas, mais Macron, à un moment, pique une énorme colère à l'Élysée et il est persuadé que c'est Squarcini qui a balancé à la journaliste du Monde. Et c'est comme ça que c'est sorti. Squarcini, qui a une proximité quand même forte historique avec Jory. Oui, parce que Jory, il était au fait de sa gloire, comme on dit, il était très puissant, tout en étant issu des réseaux Chirac. Alors lui, il dit que c'est faux. Mais quel aurait été l'intérêt de ces gens-là de balancer Benalla ? Squarcini dit que c'est faux. Oui. J'ai tendance à le croire, d'ailleurs. J'interroge. Moi aussi, j'interroge Squarcini, mais l'anecdote que je dévoile, d'une source qui a participé à la réunion, très clairement, au moment de l'affaire Benalla, c'est la crise à l'Élysée, et il y a une réunion de crise à l'Élysée, et le président de la République lui-même dit... C'est un coup de Squarcini. L'affaire Benalla est un coup de Squarcini. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la journaliste du Monde, Ariane Chemin, qui a dévoilé l'affaire Benalla,
sur l'épisode de la place du 1er mai, la place de la Contrescarpe, par le passé, a fait des papiers, parfois d'enquête assez vigoureux sur Bernard Scorsini. Donc leurs relations sont assez mauvaises, on peut dire, en réalité. Donc en fait, à ma connaissance, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé, potentiellement. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, au sein de la Macronie, à l'époque, en tout cas, ils étaient persuadés qu'il y avait un complot contre le président de la République. Et ça, je mets distance parce que j'ai pas les moyens de dire il y a eu complot. Mais au service de qui Voilà. Et donc, mais c'est pour te donner l'état d'esprit de ces responsables et de ces hommes de pouvoir. Mais quand tu abordes cette question de jury et de cette dame, donc cette Nîmoise, Pascale Jeannin-Pérez, qui est quand même une femme très puissante, qui fait beaucoup de business avec la Russie, l'Azerbaïdjan, même la Chine. Enfin, on la voit beaucoup et partout, l'Afrique et tout, c'est l'aéropage, enfin tous ces gens qui tournent autour, t'as le tournis, quoi, parce que il y a Depardieu, il y a Checker qui est un homme Checker, premier salarié d'En Marche, qui est l'homme qui a embauché Alexandre Benalla sur la campagne présidentielle et qui, par ailleurs, est devenu conseiller de l'ombre à l'Élysée en tant que chargé de mission. Mais c'est ça, quand on lit ton bouquin, parce que ça, c'est jamais dit dans la presse, on se dit que toutes ces missions, il y a une sorte de bande avec un premier... D'abord, il y a Koller et Macron. Tu l'appelles le vice-président, d'ailleurs, Koller. Mais autour, on va dire, il y a un premier cercle, puis un deuxième cercle, puis un troisième cercle. Enfin, il y a des cercles comme ça, mais rien n'est officiel, quoi. Ce sont des amis d'amis, et ils vont exercer de l'influence. C'est pour ça qu'on se retrouve... Non, mais c'est ce qui est édifiant, parce que toi, tu peux pas le dire comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai lu, parce que c'est pour ça qu'on se retrouve au Liban. Par exemple, l'explosion du port, on se souvient d'Emmanuel Macron qui va là-bas, qui fait des grandes déclarations, etc. Au-delà de l'explosion, nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière, dont la première victime est le peuple libanais. Et elle impose des réactions extrêmement rapides. Puis après, il se vautre, mais comme rarement quelqu'un peut se vautrer, quoi. Mais c'est parce qu'il joue sur 2-3 raisons en même temps. Le dernier qui a parlé a raison, enfin, etc. Les gens liront, quoi, le chapitre sur le Liban, les relations avec la Turquie aussi, la guerre en Libye. Enfin, ça, c'est quand même très intéressant parce que il souffle pareil qu'avec la Russie, quoi. Il fait des déclarations où on se dit, tiens, il cherche une proximité avec Erdogan, et puis après, il soutient le maréchal Haftar, je crois. Haftar, ouais. Et c'est intéressant de voir comment la Turquie développe les drones. Et je sais, c'est une anecdote que moi j'avais relevée, c'est que un des lieutenants d'Haftar, Haftar, je me trompe sur son nom, a été tué par un drone. C'est la première fois qu'un homme était tué par un drone télécommandé, quoi, à distance. Et il y a quand même, et ça venait des Turcs, c'était un drone turc. Tout à fait. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que Macron, comment peut-on encore avoir confiance? Enfin, je veux dire, il se plante chaque fois. Dis-moi, un seul pays, une seule intervention française où ça se passe bien, où la France... Je m'attendais pas à cette question. Donc, attends, un seul pays... Non, mais en termes de diplomatie, tout ça. L'Australie, il va se planter. Ouais. Enfin, l'Afrique, c'est une catastrophe. Pour essayer de sauver Macron. Sauvons-le un peu. Sauvons un peu Macron. Tu parlais donc d'Alexis Koller, parce que tu as parlé d'Alexis Koller, qui est un peu la tour de contrôle à l'Élysée. C'est le principal collaborateur du président de la République en tant que secrétaire général. Ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'Alexis Koller traite de tous les dossiers les plus sensibles au sein de l'État. Renseignements, dossiers industriels. Donc, tous les dossiers industriels, par exemple, le rachat des turbines Arabelle, Alstom, c'est passé par Alexis Koller. Le dossier EDF, le fameux projet Hercule, c'est également Alexis Koller qui a la haute main sur ce dossier-là. On parlera du nucléaire après, parce que pareil. C'est Alexis Koller qui s'occupe également à l'Élysée des dossiers de défense. Alexis Koller explique en quoi consiste son rôle à l'Élysée. Le secrétaire général est le collaborateur direct du président de la République, probablement son principal collaborateur, et pilote l'action de la présidence et des équipes de la présidence, en particulier en ce qui concerne les politiques publiques. En clair, Alexis Koller filtre tout ce qui peut arriver sur le bureau d'Emmanuel Macron. Énarque méthodique, capable de gérer plusieurs dossiers à la fois, c'est le haut fonctionnaire le plus influent de la République. J'ai interrogé des anciens secrétaires généraux de l'Élysée, de droite comme de gauche. Ils m'ont tous dit, Alexis Koller, c'est
le secrétaire général de l'Élysée sous la Ve République qui n'a jamais eu autant de pouvoir. Ah ben, quand on lit ton livre, c'est un couple infernal, quoi. Oui. C'est-à-dire, et on voit que la tronche, le cerveau du couple, c'est absolument pas Macron, c'est Colère. Enfin, ça, c'est ma lecture. Mais c'est aussi parce qu'il a un cerveau qui doit être très différent du cerveau du commun des mortels, parce qu'avec toutes les informations qui lui arrivent, toutes les décisions qu'il doit prendre, mais il est en permanence en lien avec Macron. C'est-à-dire que la France est dirigée par ces deux hommes, quoi. Alors, et Macron est parfois un peu la danseuse, quoi. Oui, en tout cas, Alexis Colère, effectivement, quelqu'un qui n'est pas élu, qui est un haut fonctionnaire de l'État, qui a occupé différentes fonctions, on pourra revenir avec les questions de conflit d'intérêts, principal collaborateur d'Emmanuel Macron depuis Bercy, c'est-à-dire quand il est devenu son directeur de cabinet, quand Emmanuel Macron est devenu ministre de l'économie. Et effectivement, au sein de l'État, il y a quelque chose aujourd'hui de totalement dysfonctionnel, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des grands patrons de la place de Paris. Ah non, mais c'est le CAC 40, c'est les acteurs, c'est les acteurs économiques sur la place de Paris. Là, je parle pas de militants de gauche ou qui souhaitent le respect des institutions ou des choses comme ça. Là, je parle d'acteurs économiques. Qu'est-ce qu'ils me disent, ces acteurs économiques, parfois des grands patrons, hein, parfois même des oligarques? Qu'est-ce qu'ils me disent? Mais on ne supporte plus Alexis Colère, parce qu'en fait, la principale porte d'entrée à l'Élysée, celui qui décide sur beaucoup de dossiers, c'est Alexis Colère. Et donc, en fait, au sein de l'État, il y a quelque chose de totalement dysfonctionnel du côté de l'Élysée, c'est qu'il y a Macron, il y a Alexis Colère, et il ne faut pas oublier, même si j'en parle quasiment pas dans ce livre, mais il y a également Brigitte Macron. Et donc, en fait, oui, c'est vrai, mais les trois ont un rôle et un poids politique qui est totalement sous-estimé. Y compris dans la campagne, etc. Mais alors, je voudrais qu'on reste sur Colère, parce que quand même, là, on oublie quand même la chose la plus importante le concernant, c'est que c'est le VRP d'une compagnie maritime italienne qui s'appelle MSC. Il y a eu plein, on l'a développé d'ailleurs avec Vincent Jauvert qui est venu ici dans son livre, on en a beaucoup parlé. Nous, on a passé le film de Yanis Mamdi sur la... Très bon film. Qui a fait plus d'1 million de vues avec Off Investigation. Colère explique toujours qu'il est un cousin de la famille, etc. Un cousin éloigné. C'est ce que les communistes mais là, toi, s'il y a un passage moi, qui m'a beaucoup intéressé dans le livre, c'est quand tu racontes la naissance de ce grand groupe qui est... D'ailleurs, tu as une citation, je vais essayer de la retrouver, qui dit ce qu'est ce groupe. La Terre, non. C'était le slogan de la compagnie qui était donc... Attends, la Terre recouvre un tiers de la planète. Et nous couvrons le reste. Et nous couvrons le reste. Donc, c'est une compagnie maritime qui possède des ports, qui est en guerre avec Bolloré. D'ailleurs, on en reviendra après sur les ports africains, en particulier à Douala, etc. Mais à l'origine de la création de ce grand groupe qui appartient à cette famille Aponte, on retrouve la mère d'Alexis Colère, qui est Saha Hakim. Sola, tu vois, je mange les mots, mais moi j'ai moins travaillé que toi sur le sujet. J'écris comme un... Il faut dire, les histoires de famille sont très compliquées, mais en l'occurrence, c'est assez simple. Alors ça... Mais elle cofonde quasiment. Et lui a un rôle très très important dans MSC. Enfin, de toute façon, il faut rappeler quand même que Alexis Colère, sous la campagne d'Emmanuel Macron entre donc 2016 et 2017, quand Alexis Colère quitte son service de directeur de cabinet à Bercy, il devient directeur financier de MSC, en tout cas de MSC Croisière, ça c'est sûr, dans mon souvenir, et il gagne là aussi beaucoup d'argent. Je cite les chiffres précis, j'ai plus non plus. Il bosse aussi pour les chantiers de Saint-Nazaire, non, TX. Alors, ça c'est précédemment. Oui. Quand il est haut fonctionnaire à Bercy, il s'occupe notamment pour l'agence de participation de l'État. Donc, petit point, l'agence de participation de l'État, c'est, entre guillemets, c'est un service au sein de l'État et auprès de Bercy qui gère les participations et les différentes actions dans l'État. Et effectivement, à ce titre-là, il était administrateur du chantier naval de Saint-Nazaire, qui construit des paquebots de croisière aujourd'hui principalement. Or, qui était le principal client des chantiers navals de Saint-Nazaire? C'était le groupe MSC, avec sa division, justement, MSC Croisière. Et donc, c'est là où, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu différentes plaintes qui ont été déposées, notamment par Anticor, l'association anticorruption, mais c'était quelque chose qui se savait un petit peu, mais pas vraiment au sein de l'État. Et qu'est-ce qui était pointé là-dedans? La justice enquête toujours, même si elle enquête parfois lentement, mais elle enquête toujours, sur la question des conflits d'intérêts. Alors, c'est quoi le conflit d'intérêts? C'est que Alexis Colère n'aurait pas totalement dévoilé auprès des services de Bercy et auprès
auprès des collaborateurs Ses liens avec des cette famille. différents ministres, les liens qu'il avait avec cette famille. Quand le dossier judiciaire a été ouvert, quand c'est devenu l'affaire Koller, Alexis Koller a expliqué qu'il n'avait jamais caché ses liens familiaux. En fait, quand on se penche, comme je le fais, parce que j'ai eu accès au dossier d'instruction, aux détails de l'enquête policière et de la justice, les choses sont dans une zone beaucoup plus grise. Notamment le fait qu'il n'y a jamais eu de déport formalisé et organisé. C'est-à-dire, un déport, c'est quand, justement, un collaborateur qui est en conflit d'intérêts, donc c'est-à-dire qui a un lien avec un intérêt en lien, là en l'occurrence avec son activité au sein de l'État, ne s'occupe pas de ces dossiers-là et le fait savoir à l'ensemble des collaborateurs. Et il y a tout un processus où, par exemple, il n'a pas à recevoir les mails ou des choses comme ça. Dans le cadre du dossier d'instruction, en fait, il est apparu qu'en réalité, le déport avait été, on va dire, extrêmement informel, voire quasiment inexistant. Selon Alexis Koller, non, il y a eu bien évidemment un déport. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti les déclarations d'un ancien directeur de cabinet, et ça c'est quelque chose qui n'avait pas encore été publié, d'un ancien directeur de cabinet, donc de Christophe Sirugue, qui était chargé de l'industrie sous le gouvernement, à la fin du gouvernement Hollande. Et donc ce directeur de cabinet a déclaré aux enquêteurs, mais dans le cabinet de Michel Sapin, ministre des Finances, il y avait différents collaborateurs qui étaient en situation de conflit d'intérêts. Et contrairement à ce qui s'était passé sous le cabinet d'Emmanuel Macron, il y avait eu un déport formalisé. Et donc, c'est normalement la procédure normale. Et donc là, il y a une sorte de réalisation différente, en tout cas de procédures différentes. D'un côté, il n'y a quasiment pas de déport formalisé. De l'autre côté, il y a un déport formalisé. Donc c'est là où il y a un enjeu. Mais pourquoi il y a un enjeu ? Parce qu'un conflit d'intérêts, il peut y en avoir de multiples. Et en France, pays anciennement, on va dire, principalement catholique, par rapport au capitalisme anglo-américain, comme on dit, protestant, la transparence et la chasse aux conflits d'intérêts, c'est pas vraiment la culture, entre guillemets, du pays, des élites françaises et compagnie. Bon, ça, c'est le temps long, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Mais MSC et l'État, par rapport aux constructions de paquebots, l'État a quand même accordé ces dernières années des facilités de paiement à travers différents dispositifs bancaires et liés à l'État. Énorme, des grosses sommes. À la hauteur de 2,6 milliards d'euros. Il y a aussi un truc, mais c'est à la fin... Alors, tu as dit un truc après sur lequel il faut revenir, qui est fondamental dans le livre. J'ai découvert que l'affaire Koller, d'une certaine manière, avait un lien avec la guerre entre Bolloré et l'Élysée. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et oui. Parce que y a une... Tu vois, je te suis. Mais il y a une citation que j'aime bien, enfin, c'est pas une citation, c'est pas toi qui l'écris, mais c'est un procureur espagnol qui s'appelle José Grinda. Ouais. Il dit que tandis que le terrorisme vise à détruire l'État, le crime organisé devient de plus en plus un partenaire, un complément supplémentaire aux structures étatiques. Et peut-être là encore, tu vas me trouver excessif, mais dans l'entourage de Macron et de Koller, ça sent le système mafieux, ça sent l'hyper-copinage, ça sent le passe-droit. Je sais, on le saura un jour. Hein. On peut parler de cabinet noir, ils vont nier tout ça. Mais quand on est, et tout à l'heure tu parlais de cette Pascale Janin-Pérez, de toutes les affaires qui font, de tout le fric, de tous les cabinets de conseil qui dépensent des milliards d'argent public, etc. Tu te dis mais qui dirige tout ça, comment ça fonctionne ? Et il y a un côté assez mafieux parce qu'on est toujours comme la diplomatie. D'État avec ses diplomates ayant le sens civique, la République au cœur, etc., a quasiment disparu. Et sous Macron, la disparition est devenue, j'allais dire, presque totale. D'où, parce que moi aussi, j'en connais évidemment moins que toi, mais c'est une dépression permanente, quoi. Les types, ils servent plus à rien. J'ai des copains qui travaillent dans des agences à l'étranger qui me racontent. Mais donc, il y a une prise en charge de toute cette diplomatie par des milieux privés et des milieux liés au crime organisé, parce que ça fait du business, parce que ça fait de l'argent. Quand tu parles de jury, c'est quand même, je vais dire, on met des petites guillemets, mais c'est quand même un comportement très mafieux, quoi. Enfin, c'est... Je te laisse jamais des petites guillemets, mais non, mais je veux dire, il est 9 fois mis en examen. Enfin, je veux dire, la mafia, ça veut pas dire que c'est des tueurs, mais ça veut dire que c'est des gens qui pratiquent l'omerta, qui n'ont qu'une volonté, c'est l'enrichissement personnel, c'est des réseaux, etc. Et autour de Macron, il y a quand même 90% de ça, quoi. Excuse-moi. Je te demande pas d'accréditer, mais je viens de lire ton livre, et ton livre raconte ça.
C'est un confrère qu'on connaît bien, Antoine Payon, qui d'ailleurs a lu le livre et fait le même constat que toi. Voilà. Tu vois, Antoine, salut si tu nous écoutes. Voilà, mais donc je fais un travail d'enquête patient et minutieux. Voilà, donc il y a des éléments intéressants dans ce que tu dis, notamment un point, c'est que parce que tu parlais de la citation de la juge anticorruption. Oui. Pour que les gens comprennent bien, parce que les réseaux là qu'on évoque, et c'est qu'un acteur, ces réseaux-là du livre, mais effectivement, ils sont présents, parce que notamment, ils participent de ces interférences privées avec la grande diplomatie. C'est un souci. C'est un souci pour qui? Pas uniquement pour nos dirigeants, pour les peuples. C'est-à-dire, au bout du compte, bien sûr. les décisions internationales, c'est qui les supporte au final? C'est les peuples qui perdent en emploi industriel ou en emploi tout court. Là, ils font très fort. C'est les conséquences sur le climat, c'est les conséquences sur les choix publics. Il y a deux choses. Un, à travers les dispositifs de défiscalisation, qui sont considérés parfois comme légaux, mais qui sont en réalité à la fameuse optimisation fiscale. Tout ce que tu connais et sur lequel tu as déjà enquêté énormément, les paradis fiscaux, Luxembourg, la Suisse, mais également Panama, les Panama Papers, toutes les grandes affaires de sortie fiscale comme ça, à travers le monde entier, permises à la fois par les nouvelles technologies, par le système bancaire, par l'opacité de ce système bancaire. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé tout un système d'interrelation à un niveau transnational, totalement hors contrôle des États et hors contrôle des institutions judiciaires. Pour les juges d'instruction, pour les policiers, y compris pour les journalistes, c'est extrêmement difficile d'enquêter sur tous ces réseaux-là. Et tu le sais très bien. Et ça, c'est un problème, c'est une question fondamentalement démocratique. Parce que justement, une partie de ce que je chronique, en tout cas sur lequel j'ai enquêté, effectivement, c'est un constat d'échec terrible. Parce que, et tu le sais bien, au milieu des années 90, il y a eu le fameux appel de Genève avec les juges d'instruction, les juges, je parlais de mafia, les juges anti-mafia en Italie, qui nous alertaient d'ailleurs, qui alertaient les Européens. La gangrène va progresser à travers l'Europe, à travers les démocraties. Je ne sais pas si ça sera un moment historique, mais en tout cas, c'est la première fois que, pour la plupart, que ces magistrats parlent publiquement et s'expriment sur un sujet qui est assez grave. L'urgence, c'est de s'attaquer vraiment à la corruption. À l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui prospère sans vergogne, grâce aux capitaux auxquels elle prête un refuge complaisant. 30 ans après, on se retrouve face à des constats d'échec, y compris pour ces gens-là. Parce que c'est très difficile aujourd'hui en termes de contre-pouvoir, en termes de lutte contre la corruption, au niveau judiciaire, policiers, journalistes, mais aussi lanceurs d'alerte, il ne faut pas les oublier, lanceurs d'alerte citoyens, c'est très difficile de lutter contre ces réseaux qui deviennent ultra puissants à travers le monde. Et comme je dis, ça pose un problème démocratique aussi pour deux raisons. Parce qu'ils accompagnent une transformation des démocraties de plus en plus autoritaires vis-à-vis des différentes populations. Je n'ai pas dit que les démocraties se transformaient en dictature, j'ai dit que les démocraties devenaient de plus en plus autoritaires. Mais ça, c'est un peu la définition de ce qu'on appelle en fait le vrai néolibéralisme, à ne pas confondre avec le libéralisme. Mais de l'autre côté, il y a également des liens à très haute échelle entre ce crime organisé-là et la question du renseignement. Ce qui est très frappant dans ce que je raconte, c'est comment les services de renseignement ont pris une place extrêmement importante dans les relations internationales. Déjà, par rapport à tout un chapitre Tu penses à la DGSE pour la France DGSE, DGSI pour la France, mais également la CIA, NSA, les services israéliens, tous les services d'anciens. J'allais être vulgaire, mais dans le bouquin, tu le racontes, c'est pas une nouveauté, mais quand tu le relis, c'est sur toute l'affaire Alstom, comment ils se servent de ces renseignements pour... Tout à fait. Donc là, on est dans la guerre économique, mais globalement... Mais on se sert d'une police d'État pour des intérêts privés, quoi. Les Américains ont fait ça, les Français se sont fait baiser. Les Américains font ça depuis toujours. Les services de renseignement sont devenus très puissants, notamment parce qu'ils ont des capacités d'écoute aujourd'hui. Donc j'évoque la NSA américaine, mais bien sûr, je reviens également sur l'affaire Pegasus. Donc ce ciblage à travers des logiciels espions qui peuvent d'ailleurs espionner parfois des journalistes, parfois des militants des droits de l'homme dans différents pays et dans les régimes autoritaires, mais également sur le territoire français. Le président de la République lui-même a été espionné vraisemblablement. On ne peut pas être à ce point dans une société du contrôle et de la surveillance
France sans payer les pots cassés au final d'un point de vue démocratique. Parce que ça crée de la peur, y compris par rapport à nos sources, ça crée de l'empêchement et ça facilite la muraille, on va dire, la muraille mise entre les différents intérêts les plus puissants et les différentes populations. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui d'un point de vue de citoyen, là, si je m'exprime comme citoyen, et pas uniquement comme journaliste, c'est quelque chose, effectivement, de très inquiétant. Et tu parlais du grand banditisme international, ou en tout cas du crime organisé à l'échelle internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 20, 30, 40 ans, ça a toujours été un peu le cas, mais là, avec la financiarisation de l'économie, cette zone grise entre col blanc et crime organisé, que justement l'appel de Genève dénonçait déjà à l'époque, ce mélange-là, cette tambouille-là, est généralement instrumentalisé par les services de renseignement, qui utilisent toutes ces informations-là, tous les liens qui sont réalisés entre les personnes, notamment auprès de nos gouvernants, pour ensuite en faire des objets de chantage et de pression. Et ça, c'est un élément important à comprendre. Le trafic de cocaïne avec MSC, c'est quand même quelque MSC chose. MSC collabore toujours avec la justice à chaque fois. Je ne dis pas qu'ils sont mafieux. Je voudrais te citer ces pages 280, Julian Assange, donc, qui est le fondateur de Wikileaks, et qui dit « Les États-Unis d'Amérique ont mené un espionnage économique permanent contre la France depuis plus d'une décennie. Non seulement ils ont espionné le ministre des Finances français, mais ils n'ont pas hésité à ordonner la mise sur écoute de chaque entreprise française négociant ou ayant obtenu un contrat ayant une valeur supérieure à 200 millions de dollars. » Et il ajoute « Le peuple français a le droit de savoir que son gouvernement et ses élus sont sujets à une surveillance hostile provenant d'un allié supposé. » Il y a des choses que je savais, mais quand tu le mets bout à bout, ce monde du renseignement, la manière dont ça se bataille sous l'eau aussi. Je parle effectivement de l'architecture matérielle de l'Internet et ça, mondial. c'est assez passionnant. Et les Français, il y a des policiers français ou des espions qui ont essayé d'alerter les précédents gouvernements, d'ailleurs. Sarkozy et Hollande ne sont pas indemnes de reproches. Et on les a envoyés buller en disant c'est pas intéressant, etc. Mais le résultat de cet espionnage, c'est la faillite aussi de l'industrie française. Oui, et il y a un homme politique d'ailleurs qui s'en sort dans le bouquin, c'est Montebourg, c'est un des. Mais en fait, c'est comme. Il y en a d'autres d'ailleurs. Je vais te citer quelqu'un que j'ai pas cité pour l'instant. Pour l'instant dans d'autres entretiens, mais également dans d'autres entretiens que j'ai pu faire. Oui, alors effectivement, il y a Arnaud Montebourg qui a défendu l'industrie française. Donc ça, c'est un autre axe. Oui, il s'est fait balader. Mais ça, c'est un autre axe du livre qui est central. C'est toute la question à la fois de la désindustrialisation du pays. Je rappelle qu'en 20-30 ans, on a perdu 1 million d'emplois directs industriels dans le pays. Tu parles de Nokia. Je parle de Nokia, d'Alcatel, je parle bien sûr d'Alstom. Il y a tout un chapitre sur Alstom. Mais avec la complicité de Macron et de. Oui, il y a cette citation d'Alexis Kohler qui dit la souveraineté économique, j'y crois pas, en globalisation, etc. Oui. Il y a l'argent public qu'on donne pour que des boîtes comme Nokia, etc., créent des emplois. Les types se barrent, les boîtes américaines et tout. Et il y a l'histoire, c'est à Charleville, je sais plus. Je parle d'une histoire à Charleville-Mézières, oui, tu veux dire, du gros. On s'attend. C'est vital. Il y a tout un truc de promo et tout, puis après les types viennent pas, puis tu es là comme un con, tu as filé de l'argent public, et puis il y a ces promesses. Et on fait croire aux gens que des emplois vont être créés, et finalement les emplois ne vont pas être créés. L'État projette de financer le projet pour plusieurs centaines de millions d'euros quand même. Finalement, le projet ne se fait pas, l'État ne donne pas de l'argent. C'est tous ces territoires désindustrialisés du nord de la France ou du Grand Est de la France, le cœur industriel de la France au XIXe siècle, c'est des territoires qui sont tellement en déshérence où justement les activités criminelles et mafieuses peuvent prospérer. Et le problème, c'est que dans les responsables politiques français, mais également l'institution judiciaire française et dans le débat public, c'est des choses qui sont tues. Tout le monde est dans ce déni-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'acteurs qui s'infiltrent dans des entreprises en très forte difficulté, parfois pour obtenir des aides de l'État, pour profiter de ces aides de l'État, parfois pour les détourner, et qui payent encore une fois les pots cassés, c'est les salariés, c'est les ouvriers de ces entreprises-là. Et donc, il y a une sorte de fuite en avant où tout le système est dysfonctionnel et où les choix stratégiques qui n'ont pas été faits par le passé, ou au contraire des choix stratégiques qui ont été faits par le passé. En l'occurrence, je rappelle comment, dans les années 90, une bonne partie des responsables
économique et politique français se retrouvaient dans ce qu'on appelait les entreprises sans usine, en anglais fabless, c'est-à-dire en gros, on va garder notre valeur ajoutée, nos ingénieurs, mais surtout on va pas mettre des usines avec des ouvriers. Olivier Marleix, autre responsable politique de droite qui s'est aussi bien battu pour l'industrie française, cite à un moment donné un ancien collaborateur de Dominique Strauss-Kahn en disant, en gros, il ne voulait pas d'industrie parce que les ouvriers, entre guillemets, c'est sale. Il y a des déclarations, parce que je l'ai rencontré, d'une ancienne ministre de l'Industrie de François Mitterrand et du commerce extérieur. Là, je rappelle d'ailleurs, ça a peut-être échappé aux électeurs, que l'année 2021 a connu le plus fort déficit commercial de la France depuis très 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 longtemps. Ouais, non, je sais. Et qui, j'interroge dans l'enquête, là, la fameuse ministre de Mitterrand, c'est Édith Cresson, qui fait des déclarations. Ah bah oui, tu vas voir Édith Cresson, 87 ans. Et oui, je vois Édith Cresson. Et c'est une bonne idée parce que elle est en forme. Elle est en forme, oui, elle est très en forme. Et puis elle n'a plus rien à... C'est une grande dame qu'on a souvent... Et moi, je l'aime beaucoup, d'ailleurs, si elle nous écoute. Voilà, qu'on a souvent moqué, parce que par sexisme et par plein de choses, par misogynie. Voilà, à l'époque, puis elle lâche pas ses mots, c'est quand même la seule première ministre qu'on a pu avoir dans ce pays. Et Édith Cresson avait été maire de Châtellerault dans les années 80, donc elle a vécu dans sa chair la désindustrialisation du pays. Elle a été ministre de l'Industrie sous Mitterrand et ministre du Commerce extérieur, et donc elle me dresse un constat qui est terrible, ou alors dans les sur sa lecture de ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui et dans le passé. À l'aune de ce qu'elle a vécu. Voilà, et elle y va à la sulfateuse. Et notamment, elle en veut beaucoup. Alors, tu parlais des diplomates, elle en veut beaucoup aux diplomates. Elle en veut beaucoup aux fonctionnaires de l'État qui se compromettent dans différents mélanges des genres dans le privé. Elle en veut aux responsables politiques qui n'ont pas eu le courage de certaines décisions ou au contraire qui ont laissé filer énormément de choses. Et donc, effectivement, quand on regarde ça, c'est quand même une situation assez dramatique. Hein. Tu faisais le constat au début que c'était déprimant. Effectivement, c'est assez déprimant. Et puis, quand même, il y a un élément que je voulais dire. C'est aussi quelqu'un qu'on connaît, c'est David Dufresne qui m'a fait l'amitié de m'inviter sur Twitch. Et David me disait... quand même, comment quelqu'un d'aussi jeune, bon, je suis plus tout à fait jeune, mais enfin, d'aussi jeune que toi, et fringant, s'intéresse à des dossiers aussi sombres, et l'industrie, c'est quand même... en gros, c'est pas sexy, quoi. Et je lui ai fait part d'un propos d'un de mes copains journalistes qui m'a dit oui, en fait, tu t'es emparé de sujets dits de droite, ok, avec un regard, moi, je me cache pas, entre guillemets, oui, je suis de sensibilité de gauche, mais après, je fais mon travail de journaliste. Donc, tu t'empares d'un sujet de droite en t'adressant aussi à un public plus large, un grand public, mais également un public de gauche et pas que de décideurs. Sur ta méthode, les gens te font confiance. Tu as beaucoup de citations, on voit que tu as bossé, tu es allé voir des ministres, des anciens ministres. Il y a du on dans le livre, il y a du on. Il n'y a pas que David Lhomme avec l'enregistreur. Il y a cette ministre de l'économie et de l'industrie, Runacher. Oui, j'ai rencontré l'actuel ministre délégué chargé de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui est très proche d'ailleurs d'Alexis Collère, qui d'ailleurs faisait donc le constat qu'on avait perdu 1 million d'emplois industriels, et elle se félicitait que depuis début 2017, la stratégie de la Startup Nation, des investissements extérieurs dans le pays, avait permis d'enrayer ce déclin-là, comme elle le dit, et avait permis de créer, et là elle m'a sorti un chiffre, 37 000 emplois industriels nets, 37 000 emplois en 5 ans, face à 1 million d'emplois industriels. Non, mais bon, voilà. Autre exemple parlant pour les gens, Emmanuel Macron, il sait que l'industrie, tu parlais du dossier Alstom où il a eu une responsabilité assez importante, alors que lui maintenant dit « je n'étais qu'un simple collaborateur de François Hollande ». Et ça, c'est également... il commence dès 2012, il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, il commande une étude sur Alstom, il les a déjà dans le nez. Mais ce qu'il y a de dramatique dans l'affaire Alstom, c'est la revente à General Electric d'un bien industriel qui a été fabriqué par la puissance publique, etc., qui a été bradé. Enfin, c'est pour ça qu'elle est énervée aussi, Édith Cresson. Tout à fait. Et dans l'affaire Alstom, Édith Cresson, elle dit c'est une catastrophe ce qui s'est passé sur le dossier Alstom. Pourquoi ? Déjà parce que Alstom, c'est plus qu'un joyau industriel. Alstom, c'est un symbole pour le pays. Pourquoi ? Parce que fabriquaient les rails des TGV. Mais ils ont participé depuis la fin du 19e siècle à une bonne partie de l'industrialisation. Et si on dit que Macron c'est le fossoyeur d'Alstom, j'exagère là ou tu signes ?
Il est un des fossoyeurs d'Alstom. C'est parce qu'il y a aussi d'autres acteurs dans le jeu. Il y a François Hollande, il y a Martin Bouygues, dont François Hollande était très proche. Il y a la banque Rothschild, il y a les cabinets de conseil. Il y a le mari de Valérie Pécresse aussi. Il y a le mari. Alors, mari de Valérie Pécresse, Jérôme Pécresse, avait des fonctions chez Alstom et maintenant il est chez General Electric. Chez General Electric, s'occupe des énergies renouvelables. D'ailleurs, tu remarqueras que sur ce dossier industriel-là, on n'a pas beaucoup entendu la ministre, la candidate de droite Valérie Pécresse. Ah, elle est plutôt emmerdée parce que, en tant que présidente de la région d'Île-de-France, elle en a commandé. Voilà. Donc, on voit bien que le débat, même sur un sujet aussi important. On l'a écrit, dans la Blast. J'ai vu, je sais. Sur un sujet aussi important que la question industrielle, on a mesuré quoi pendant la pandémie ? On a mesuré que le pays était devenu totalement dépendant de tout un tas de produits, mais d'une manière considérable. Ça a été d'ailleurs un état de sidération. Et ce n'est pas moi uniquement qui le dis, c'est François Bayrou, nommé au commissariat au plan. Ça, pour les plus jeunes générations, le commissariat au plan, ça a été créé au départ en 1946 par le Conseil national de la résistance. Donc, tu vois, on n'est pas dans un sujet uniquement de droite. C'est un sujet, on va dire, je vais faire du et de droite et de gauche. Bayrou dit... on est en voie de tiers-mondisation sur tout un tas de secteurs industriels. Alors, je voudrais que tu racontes un exemple que j'ai découvert en lisant ton livre, parce que je ne pensais pas que c'était aussi catastrophique. C'est l'exemple de Grenoble, le fait qu'on n'ait pas de puces électroniques, etc., qu'on dépende de la Chine, on est en pénurie, etc., alors qu'il y avait un projet formidable à Grenoble qui était poussé par Desto, l'ancien maire, et tout. Ils l'ont foutu en l'air, quoi. Dans des proportions considérables. Alors, tu parles de Michel Desto, donc un des anciens maires, illustre maire de Grenoble, socialiste, de formation d'ingénieur, je crois, qui était dans les réseaux historiquement de Michel Rocard, qui avait déjà l'idée qui a fait beaucoup pour le développement industriel et de recherche et développement. Il faut savoir que Grenoble, il y a énormément d'ingénieurs à Grenoble, c'est historique, il y a le commissariat à l'énergie atomique, notamment à Grenoble. Et Michel Desto, proche notamment du financier de Rocard, Henri Herman, principal mentor d'Emmanuel Macron. Voilà. Et donc Desto, par le passé, a pu rencontrer Emmanuel Macron. Et Desto, c'est un personnage qui apparaît dans le livre. Je sais que Desto est extrêmement déçu par Emmanuel Macron, notamment sur le dossier donc, de ST Microelectronics, qui est un des grands groupes français, franco-italiens d'ailleurs, qui fait des puces électroniques. Et parce qu'en fait, il s'est aperçu, comme d'autres élus locaux de Grenoble, qui tiennent à bout de bras le développement industriel de leur région, ils se sont aperçus que, justement, Alexis Kohler et Emmanuel Macron, quand ils étaient à Bercy, avaient regardé le dossier par le petit bout de la lorgnette, pas du tout du côté stratégique et avec des vrais choix, mais uniquement pour placer telle personne ou telle personne. Et au bout du compte, ça a créé quoi, ce comportement ? Un désastre. Ça a créé aussi, d'une certaine manière, un désastre. J'explique comment les Italiens, finalement, ont récupéré une usine. Ils gagnent 1 milliard. Pour 1 milliard d'euros à Milan. Bon, le groupe ST Microelectronics, c'est compliqué entre la France et l'Italie. Mais en tout cas, c'est un échec. Ça fait partie des échecs. Et ça fait partie des échecs industriels. Merci Macron, merci Kohler. D'Emmanuel Macron et d'Alexis Kohler. Sur les puces électroniques, un chiffre. Le président de la République a annoncé 30 milliards d'euros d'investissement dans les filières stratégiques. Il a parlé de nucléaire, il a parlé des énergies renouvelables, ça c'était il y a quelques mois. Il fait beaucoup de communication sur ça parce qu'il sait que c'est son point faible, l'industrie. Il sait qu'on l'attend au tournant. Mais personne ne l'interroge. Personne n'interroge. Comme il va y avoir un mois de campagne... Il fait beaucoup de communication sur ça. Et justement, Pécresse, qui ne peut pas vraiment parler d'industrie à cause d'Alstom, c'est un problème démocratique d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas de confrontation. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon qui en parle aussi. Il y a d'autres personnes qui en parlent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'industrie, tout le monde parle de souveraineté économique, c'est la nouvelle mode. Mais en réalité, qu'est-ce que chacun propose ? Là, il y a des solutions très différenciées. Mais un chiffre. Le plan France 2030, on est dans de la grande communication, c'est 30 milliards d'euros qui est annoncé en termes d'investissement, de filières d'avenir, comme on dit. Eh bien, en Chine, là, sur les 6 ans à venir, leur plan sur les filières stratégiques se monte à 1 400 milliards de dollars. C'est des chiffres effrayants. La Corée du Sud, tu parlais des puces électroniques, sur les prochaines années et ces dernières années, prévoit de dépenser au total 450 milliards de dollars d'investissement. Et donc ça, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, c'est pas pour faire de la pub, mais je note, et d'ailleurs, c'est pas assez.
le seul candidat à l'élection présidentielle qui parle d'investir autant dans des industries stratégiques ou justement de transition écologique, comme il dit, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle de 200 milliards. Ouais, je sais. Et bah 200, après, on va dire qu'on est pro-Mélenchon, mais c'est même, pas le problème. voilà, donc c'est pour ça que je prends ça avec prudence. Mais 200 milliards, c'est J'ai même... eu peur que tu dises Zemmour quand même. Je me suis dit... Non, mais Zemmour n'évoque pas ça. Non, mais justement, Zemmour, alors qu'il est dans la nostalgie, il fait des clips de campagne avec les TGV, avec les Ariane qui montent au ciel, et puis compagnie et compagnie. Ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires, qui a inventé le cinéma et l'automobile. Tout ça, c'est de la com, de nouveau. Mais donc Mélenchon, il propose 200 milliards d'investissements dans ce qu'il appelle la planification écologique. Mais c'est presque pas assez, en fait. Non, tu parles beaucoup de la Chine, c'est toute la fin du livre est sur la Chine. J'ai relevé une citation, mais elle est très banale, mais si tu veux, il y a un autre personnage, c'est Thierry Breton, qui est le commissaire européen. Il découvre au printemps 2021, ça fait quand même quelques années qu'il est commissaire, il dit « L'Europe est trop naïve et trop ouverte ». Oui, c'est indécent. Ah tiens, c'est toi qui dis ça? Bah oui, c'est indécent. Mais c'est plus qu'indécent. C'est sidérant, mais c'est indécent. C'est-à-dire qu'il y a un épisode que je relate, donc il y a tout un chapitre sur Alstom, il y a un chapitre sur Airbus, notamment je raconte les coulisses de la guerre économique, notamment menée par les États-Unis à l'encontre de nos champions internationaux, champions industriels. Je montre justement que la plupart du temps, c'est surtout de la faute des dirigeants économiques français et des dirigeants politiques français qu'on perd des points dans cette compétition internationale où tous les coups sont permis. Mais quand tu prends l'exemple de Thierry Breton, pourquoi je dis c'est indécent? Thierry Breton a fait partie, en tant que dirigeant économique, de groupes industriels français, notamment dans les télécommunications, dans les technologies, dans les soi-disant nouvelles technologies. Et il a pris des décisions aussi. Il a été soutenu par différents personnages. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est indécent, parce que cette histoire de la déperdition industrielle, il la connaît d'une certaine manière. Et à la place où il est un ectoplasme. Voilà, et il en a été aussi co-responsable. Il y a tout un épisode qui finalement est assez méconnu, parce que pas forcément aussi spectaculaire que les turbines Arabelle et tout le scandale Alstom qui s'en est suivi, avec tout ce qu'on sait en partie avec Rothschild, même si j'apporte de nouveaux éléments sur l'affaire Alstom. Mais il y a un épisode dingue. Tu évoquais les câbles sous-marins. C'est Alcatel. Alcatel était le premier groupe de télécommunications au monde dans les années 90. C'était un groupe français qui disposait notamment de très grands savoir-faire sur les câbles sous-marins. Et bien, Alcatel, en 30 ans, a quasiment disparu. Les syndicalistes qui sont encore du côté de Lannion en Bretagne, le site historique de recherche et développement d'Alcatel, mais ils ne peuvent plus que pleurer aujourd'hui. Les choix industriels qui ont été faits dans les années 90, ça a été d'externaliser toutes les usines, ou en partie toutes les usines du groupe Alcatel en Chine. Les Chinois, ils n'attendaient que ça. La Chine n'attendait que ça. Ils en ont profité pour récupérer toutes les technologies. Et aujourd'hui, 20 ans, 25 ans plus tard, après, il y a plein de grands discours pour dire Huawei, le chinois Huawei est un danger. Il faut lutter contre parce qu'il y a un risque en off. Là, je te disais, ça va durer 8 heures comme un discours de Fidel Castro. Et en fait, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu il y a 2 ans. Mais d'ailleurs, notre entretien a fait plus de 4 millions de vues. Donc, mais c'est absolument passionnant. Et je suis un peu désolé de te couper parce que. Mais en même temps, si tu veux, je vois bien comment tu fonctionnes. Tu fonctionnes comme tu écris ton livre. C'est-à-dire qu'on te parle de quelqu'un. Et alors, tu es le seul à faire ça parce que tu as aussi une magnifique mémoire. Parce que tu arrives à le scanner, et donc quand je sais pas, je peux parler de cette femme dont je t'ai parlé là, tu vas savoir comment elle s'appelle, Jeannin Pérez, ouais, tu vas nous dire oui, mais c'est l'ami d'un tel qui connaissait Depardieu, qui connaissait. Il n'y a pas que ce name dropping dans le livre. Non, mais c'est pas le problème du name dropping, c'est le problème. C'est pour ça que toi, quand on te pose une question finalement tu fais le background et tu reviens, etc. Et c'est ce qui est passionnant dans le livre, et j'espère que les gens, en nous entendront parler, Le pari du livre, en tant qu'enquêteur, c'est que j'ai essayé d'associer la petite histoire, les coulisses, de raconter ces coulisses-là, parfois avec certaines anecdotes qu'on a racontées, avec la grande histoire, entre guillemets, avec les grands enjeux stratégiques. J'ai essayé d'expliquer que derrière les choix ou non-choix sur les questions stratégiques, sur nos impuissances respectives, notamment au plus haut niveau de l'État, il y avait également la petite histoire. Il y avait des problèmes parfois et des soucis de personnes. Mais tout à l'heure, on a commencé un truc et on l'a pas terminé, donc les gens vont être frustrés. Mais c'était Bolloré, non? Exactement, voilà. Bolloré. Et tu vois, je te suis. Sur Bolloré, c'est vrai que j'avais oublié à quel point
il a été ami avec Macron, il l'a aidé avec ses télévisions. Je veux dire, si Macron a été si bien servi par Canal+, avec Cyril Elbin, là, qui lui faisait toutes ces petites minauderies, là, et donc il est apparu comme sympathique, puis Hanouna sur C8, etc. C'est toutes les chaînes de Bolloré. Ils étaient très proches en 2016, et puis leur rapport devient exécrable. Et donc, dans le livre, une des explications, en fait, c'est assez mystérieux. Pourquoi ça s'effondre comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, Bolloré veut la peau de Macron. C'est pour ça qu'il... D'ailleurs, je veux dire, j'ai même le sentiment, en lisant, mais aussi en entendant des gens en parler, qu'il veut beaucoup plus la peau de Macron que l'avènement de Zemmour. Bolloré a une détestation profonde de Macron et surtout de colère, quoi. Et on comprend en lisant ton livre qu'il s'est fait avoir sur toutes ces affaires africaines. Pourtant, lui qui est un beau requin, qui est détesté par la famille, parce qu'au Togo, enfin, tu expliques un tout petit peu ça, mais c'est une histoire que je connaissais un peu. Et on se dit que là, il s'est tellement fait avoir par Macron et par colère surtout, qu'il se venge, quoi. C'est un peu ça. C'est central. Tu évoquais donc la compagnie maritime MSC, premier armateur mondial, donc les fameux porte-containers. Acteur clé de la globalisation, justement de l'externalisation industrielle. MSC s'est retrouvé en concurrence en Afrique par rapport au groupe Bolloré qui disposait de la gestion d'une quinzaine de ports ainsi que différentes chaînes logistiques en Afrique. C'est effectivement tout un épisode que je dévoile, c'est-à-dire qu'au cœur de la guerre entre Bolloré et l'Élysée se situe cette guerre économique, cette guerre concurrentielle entre le groupe MSC, donc, dont la famille propriétaire et gérante est de la famille d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, c'est là où la boucle est bouclée d'une certaine manière, et le groupe Bolloré et Vincent Bolloré. Et Vincent Bolloré, à sa grande surprise, parce qu'il avait effectivement mis pas tous ses œufs dans le même panier au cours de la campagne présidentielle, et donc il avait traité Emmanuel Macron. Il faut rappeler qu'à la fin du quinquennat Hollande et les socialistes ont énormément soutenu Vincent Bolloré. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. C'est vrai que... Et oui. Effectivement, Vincent Bolloré avait déjà pris le contrôle de Canal+ via Vivendi, et au moment de la campagne présidentielle de 2016-2017, via l'agence de communication Havas, dont est issu à l'époque le principal conseiller politique d'Emmanuel Macron et stratégie, je veux parler d'Ismaël Emelien, qui avait travaillé à Havas, et Havas appartient au groupe Bolloré. Yannick Bolloré, l'un des fils chéris de Vincent Bolloré, dîne à plusieurs reprises avec le couple Macron pendant l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, on dit Bolloré est un dangereux personnage, en tout cas tout le monde le dit sur la place publique, mais tout le monde oublie un peu l'histoire des débuts. L'histoire des débuts, c'est quand même celui d'intérêts communs, notamment issus du quinquennat de François Hollande, même si Vincent Bolloré, l'un de ses plus proches amis sur le plan politique, reste Nicolas Sarkozy, c'est toute cette histoire-là de la droite française, et notamment de la France-Afrique. Mais après, effectivement, à la grande surprise de Vincent Bolloré, les relations se dégradent dès l'automne 2017 dans les coulisses. Eh bien, Vincent Bolloré s'aperçoit qu'il n'est pas soutenu par l'Élysée en Afrique. Et donc, il en fait un casus belli. Il perd le port de Douala au profit des Italiens. Quelques années plus tard, il perd le port de Douala au profit de MSC. Et bon, maintenant, ils sont en contentieux international. Et donc, le port de Douala se retrouve en régie publique. Mais le port de Douala, c'est un port stratégique, c'est un port, donc un grand port au Cameroun, et il permet, on va dire, la route vers le Tchad et la Centrafrique, donc deux pays où la France, entre guillemets, avait prépositionné, comme on le sait, des troupes et a des intérêts militaires, avec la relation très, très, très compliquée, mais finalement assez simple. La DGSE et les militaires français qui ont utilisé le régime dictatorial d'Idriss Déby au Tchad. Et donc Vincent Bolloré, et je le raconte avec multiples épisodes, explications sur le pourquoi du comment, sur pourquoi la guerre a débuté entre l'Élysée, entre le château et Vincent Bolloré, c'est justement ce qui s'est passé en Afrique. Et alors je rapporte, d'ailleurs, là il y a Duhon, d'ailleurs, d'anciens interlocuteurs, j'explique comment ça s'est passé. Alexis Kohler a été au cœur de cette bataille, en fait, parce que Alexis Kohler fait partie des cibles, entre guillemets, de Vincent Bolloré. Je crois qu'il pense que Kohler a favorisé sa famille à son détriment. C'est le sentiment de l'entourage de Vincent Bolloré. On va dire, on connaît un épilogue, en tout cas momentané peut-être, de cette bataille-là, et qui est extrêmement important, épilogue important, peut-être pour la suite de l'histoire, pour les prochaines semaines et les prochains jours qui vont suivre, c'est que le groupe MSC est entré en négociation exclusive pour acheter les activités africaines logistiques de Vincent Bolloré et du groupe Bolloré. Et ça, on l'a su
quelques jours avant les fêtes, quelques jours avant Noël. Tout ça pour environ 5,7 milliards d'euros. Donc pour l'instant, ils sont en train de négocier, de savoir quel sera le périmètre. Et donc, certains acteurs disent « Ah ben voilà, la guerre est finie, c'est l'armistice, Vincent Bolloré a mis le pied à terre. Finalement, il a utilisé Éric Zemmour dans cette bataille économique et financière. Et peut-être que derrière ces raisons idéologiques, il y avait surtout des raisons de gros sous et d'intérêts. Peut-être. Et donc, là, je pose des questions, parce qu'on ne peut pas être totalement dans la tête de Vincent Bolloré, c'est bien évident. Mais c'est les enjeux et les coulisses réellement industrielles et de gros sous, là, en l'occurrence, on parle, qui créent des interférences politiques. Quand même considérable. On a Zemmour sur le dos. Et voilà. Je voulais lire cette citation qui correspond exactement à ce que tu disais. On est à la fin du livre, page 530. Mon interlocuteur, qui est en lien à la fois avec Vincent Bolloré et Éric Zemmour, continue à me distiller ses confidences. Donc sa confidence est la suivante. J'ouvre les guillemets. Vincent sait ce qu'il fait quand il prend Zemmour, avec qui il a des conversations personnelles très appuyées. Il sait ce qu'il fait quand il prend Pascal Praud sur CNews. Pareil quand il choisit Cyril Hanouna. Autant pour le dernier, c'est pour le pognon, parce qu'il fait de l'audience. Autant les deux autres, c'est autre chose. Ils sont drivés de façon intentionnelle pour emmerder Macron. Tout est dit. Ouais, voilà, ça confirme absolument ce qu'on disait tout à l'heure. Pour les gens qui voudront en savoir un peu plus, ils liront ton livre. Il y a deux sujets que je voudrais aborder rapidement. Il faut dire, il y a plusieurs livres dans un livre, donc ça aurait dû être un argument commercial, d'ailleurs. C'est con parce qu'il est vendu combien ? 22,50 €. Moi, j'aurais été ton éditeur, j'aurais fait 3 livres que j'aurais vendus 18 €. Et oui, je voudrais parler de la Chine. Ce sont eux qui tirent les marrons du feu de toute cette histoire en ce moment. Ouais. Et alors, je voudrais parler de Wuhan. C'est une belle image. Ouais. Et puis du nucléaire, avant de conclure. Sur Wuhan, tu reviens sur l'origine du Covid. Et je te cite page 410, tu dis « On le sait désormais, l'épidémie est venue de Wuhan bien plus tôt qu'on ne le pensait. Les premières alertes dateraient de l'été 2019. En septembre, la base de données de l'Institut de virologie a été déconnectée. Les autorités chinoises se sont justifiées en expliquant qu'il s'agissait de la protéger d'une attaque informatique. Sauf que, depuis, elles ne sont toujours pas remises à disposition. Les Américains ont découvert qu'au même moment, les autorités chinoises avaient décidé d'investir dans les systèmes d'aération de l'Institut de virologie. En gros, tu rejoins la thèse qui maintenant revient, qui est celle d'Étienne de Crolly, qui est celle du journaliste Brice Perrier, qui travaille maintenant à Blast, qui raconte à la fois le mensonge des Chinois, l'implication de la France dans le P4 et le P3, enfin le P4, pas le P3. Et pour toi, il ne fait aucun doute aujourd'hui que le virus est une sortie de laboratoire. Moi, je ne me prononce pas sur le débat scientifique de l'origine proprement dite du virus. J'expose effectivement aujourd'hui les deux hypothèses principales, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zoonose, c'est-à-dire le réservoir naturel d'un virus préexistant dans la nature et qui aurait traversé la barrière des espèces, comme on dit, jusqu'à l'homme. Donc on ne sait pas comment potentiellement de la zoonose, le virus se serait transmis à l'homme. Et donc, l'autre hypothèse, celui de la fuite de laboratoire. Qu'est-ce que je raconte dans ce chapitre qui est effectivement rempli de révélations ? C'est que déjà, je corrobore énormément d'éléments qui ont déjà en partie été publiés dans la presse internationale, mais pas dans la presse française, ou très peu. C'est qu'effectivement, le début de la pandémie aurait lieu, en fait, dès l'été 2019. Certaines personnes pensent en septembre 2019, d'autres pensent que c'est encore plus tôt. Mais je reviens surtout sur le calendrier de la manière dont l'État français a été alerté. Voilà, et à partir de... Donc là, on n'est pas sur l'origine du virus ou le labo, même si j'évoque également le labo, et notamment le labo BSL4. Mais c'est des choses qu'on savait, mais sur les renseignements... Et donc, je révèle effectivement que les services de renseignement français, en réalité, ont été vraisemblablement mandatés dès l'automne 2019 pour savoir ce qui se passait à Wuhan. Les autorités françaises étaient au courant qu'il se passait des choses. Je ne dis pas qu'ils étaient au courant de tout à l'époque. En tout cas, ils se posaient beaucoup de questions. Et ce qui est aussi important à dire pour tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, et bien évidemment à l'ensemble des citoyens qui ont pâti de la pandémie, c'est que ce qui m'a frappé sur le traitement étatique français, mais dans d'autres pays d'ailleurs, c'est que les militaires et les services de renseignement dont on parlait précédemment ont eu le lead, c'est-à-dire ont été leaders sur le traitement de l'information,
vis-à-vis, de l'OMS et des organisations sanitaires mondiales, et 2, vis-à-vis, par exemple, du ministère de la Santé ou d'Agnès Buzyn. Et en réalité, Agnès Buzyn, donc, qui a subi énormément de critiques dans l'espace politique et public, par sa gestion de la crise sanitaire, elle est aujourd'hui entendue par la Haute Cour de justice. Enfin, elle est mise en cause, Agnès Buzyn. C'est pas pour prendre sa défense, Mais qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que vraisemblablement, le ministère de la Santé, au début de la pandémie, donc c'est-à-dire à l'automne 2019, a été totalement contourné justement par les sources de renseignement. Donc en réalité, la vraie question, c'est qu'est-ce que savait l'Élysée à cette époque-là? Pourquoi, d'un point de vue sanitaire, on a mis autant de temps à réagir? Parce que là, ça recadre les choses au niveau du calendrier. Et l'autre, parmi les autres révélations que je fais, c'est des choses que j'ai apprises dès janvier 2020, parce que là, pour le coup, on ne l'a pas dit, mais je commence mon enquête sur ce choc Chine-États-Unis et le petit pays qu'est la France au milieu. Je la commence, justement, cette enquête, dès 2019, en fait. Et donc, la pandémie va percuter mon enquête, parce que, bien évidemment, ça va être quelque chose qui va se passer en Chine, avec potentiellement une implication française avec le fameux laboratoire BSL-4. Et donc, effectivement, il y a d'autres laboratoires de moindre sécurité, BSL-2, BSL-3, dans la ville de Wuhan, parce que c'est une mecque de la virologie en Chine. Et donc, si on pose la question de la fuite de laboratoire, en fait, j'ai rencontré des spécialistes du BSL-4, le laboratoire haute sécurité, qui est là, fabriqué par les Français. Une technologie française issue, tu parlais du nucléaire, issue justement de la filière nucléaire française, parce que justement le confinement a permis d'étudier les produits radioactifs. Donc c'est cette histoire longue que je relate, d'où le fait que c'est la raison d'État qui prime et l'opacité qui prime. Mais derrière ce constat, sur le BSL-4, tous les doutes ne peuvent pas être levés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des gens qui connaissent cette technologie-là, qui ont participé au programme BSL-4 français en France, c'est-à-dire les BSL-4 militaires et BSL-4 civils qui est à Lyon. BSL-4 militaires qui sont en Essonne, il y en a 2 en Essonne, donc tout près de nous, là. Ces BSL-4 militaires, qu'est-ce que m'ont dit les spécialistes que j'ai rencontrés? Ils m'ont tous dit, ce n'est pas une technologie infaillible. C'est comme le nucléaire, tu évoques le nucléaire. Ce n'est pas une technologie infaillible. Et donc, si on évoque l'hypothèse d'une fuite de labo, en réalité, on ne peut pas mettre de côté comme ça, aussi rapidement, le BSL-4. Tu parlais d'Étienne de Crowley quand je l'ai interrogé. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous privilégiez plutôt une fuite de laboratoire? Enfin, lui, il ne privilégie rien parce qu'il se demande. Le pangolin et tout ça, c'est des conneries, quoi. Non, il pense que si fuite de labo il y a, ça vient plutôt d'un BSL-3 parce que normalement, un coronavirus, c'est plutôt un BSL-3. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert, ce n'était pas forcément le cas, qu'il n'y avait pas forcément de réglementation internationale sur les fameuses classifications de pathogènes et plein d'éléments. Mais pourquoi je me suis penché sur ce sujet-là? C'est qu'en fait, dès janvier 2020, j'ai des informations très précises de sources haut placées qui me proviennent de l'OMS. Et en fait, ça fait partie des révélations du chapitre. Comme les fameux mails d'Anthony Fauci, là, le grand hiérarque sanitaire et de lutte contre les virus aux États-Unis. In April of 2020, the lab leak theory from the Wuhan lab was discussed in some of your emails. Dr. Collins, the head of the NIH, seemed to suggest it was a conspiracy. Did you agree at that time? No, not necessarily at all. The situation is that we didn't know, and we still don't know, what the origin is. Since we don't know that for sure, that you've got to keep an open mind. Les fameux mails qui ont été dévoilés grâce à la loi américaine de la transparence. D'ailleurs, les Chinois s'en servent pour dire que la fuite viendrait de Fort Detrick aux États-Unis. Voilà. Est-ce que ça a une once de crédibilité, ça? Ça, je n'ai pas enquêté sur cet aspect-là. Mais ce que je peux te dire, tout simplement, c'est que dès janvier 2020, que ce soit à l'OMS, dans les réunions de crise, ou chez tout un tas de spécialistes, contrairement à ce qu'on a fait croire ou penser quand même, il y avait énormément en coulisses de doutes sur l'origine du virus. C'est en lisant ce chapitre-là, j'ai le sentiment de lecteur que tu veux me faire passer le message que la Macronie, on va dire, le gouvernement, était bien plus informé qu'on ne l'imagine de la dangerosité et de la viralité de ce virus. Ouais. Alors, ils n'ont pas voulu paniquer les gens, mais ce qu'on me rapporte et mes sources me rapportent, bien évidemment, comme au début de la pandémie, on ne savait pas exactement ce que c'était, effectivement, il y a eu un vent de panique au niveau des gouvernants, et pas uniquement de la Macronie, pour le coup, c'est de tous les gouvernants. Oui, enfin, c'est eux qui sont aux affaires et qui gèrent. Oui, mais pas de masque, pas de... Non, on ne va pas reprendre l'histoire, quoi.
pour comprendre pourquoi il y a eu autant d'inertie du point de vue des masques, du point de vue du vaccin et tout ça, il faut comprendre le début de la pandémie où en réalité, il y a à la fois une forme de déni, une forme d'opacité, parce que c'est plutôt les services de renseignement et les militaires qui ont la haute main sur le sujet. D'ailleurs, pour utiliser une image parlante aux gens, après avoir écrit le livre, tu vas me dire, pour me détendre, je ne sais pas si c'est pour me détendre, je revois le film que j'avais déjà vu il y a longtemps de Sonnenberg, je crois, Contagion. Ouais, dans ce film-là, il y a un truc très intéressant, c'est un film qui est assez documentaire dans le récit. On voit quoi ? On voit la confrontation, justement, des militaires et des services de renseignement et des scientifiques, et même des responsables sanitaires au niveau mondial. Et en fait, sur les pandémies mondiales, c'est une question de sécurité nationale pour les différents États. Donc, faire croire aux populations que ce n'est qu'une question sanitaire, ce n'est pas le cas. Et ça éclaire, d'ailleurs, la décision présidentielle française. Je ne la justifie pas, attention, hein, mais je l'explique. Le fait que Emmanuel Macron ait décidé, dès le confinement, dès le mois de mars 2020, de rendre opaque toute décision publique sur la question de la pandémie à travers les fameux conseils de défense, en réalité, c'est dans la suite logique de ce que moi j'ai découvert, c'est-à-dire, en fait, dès le départ, les renseignements français et les militaires français étaient, en fait, mis dans la boucle, et c'est eux, aux premières loges, qui étaient en leader sur ce dossier-là, beaucoup plus que les autorités sanitaires nationales. C'est quoi les questions que je pose là sur ça ? Enquêtons, continuons d'enquêter. Voilà, non, mais on se dit qu'il va y avoir une suite. Il y a toute une partie que j'ai trouvée vraiment intéressante sur un chapitre, plusieurs chapitres, ce que tu appelais convoitise nucléaire. Et là aussi, on est face à un désastre, mais qui n'est pas de Macron, mais Macron l'a un peu accéléré, c'est-à-dire ça commence sous Sarkozy, surtout. C'est comment on fabrique des EPR qui vont nous coûter très cher, c'est le programme Hercule, etc. Mais surtout, l'idée, mais en te lisant, ça apparaît encore plus clairement, c'est comment la Chine comment on peut dire, sans être vulgaire, mais ils sont très forts. Ils sont très forts, et les Français sont... Mais ils nous ont pillés, on les a laissés venir. Mais il y a toute l'histoire... La Chine a pillé, notamment la France, les technologies françaises, comme d'autres pays occidentaux. Mais tu as des citations du type d'Areva à un moment. C'est Anne Lauvergeon qui le cite en disant le type est d'accord pour que les Français aillent construire des centrales nucléaires, donc à la limite, ils filent les plans. Ils appellent les transferts de technologie. Ils ont les droits, soi-disant, intellectuels, mais surtout... s'il y a des risques, c'est pour les Français, quoi. Et ils signent ça. Tout à fait. En fait, ça montre quoi ? On revient sur le constat du début de la discussion. C'est les intérêts privés et à courte vue et parfois personnels qui priment. Et donc, en fait, les gens se retrouvent à vouloir absolument signer des contrats à l'international, quoi qu'il en coûte, pour le coup. Et donc, les considérations de préservation des brevets, des technologies françaises sur des industries stratégiques, mais c'est presque les dernières qu'il nous reste en réalité, et ces dernières années, au nom de l'argent facile et du profit à courte vue, et finalement, on a bazardé énormément d'intérêts industriels français, y compris stratégiques, y compris sur la filière nucléaire française. Et c'est un peu, pas une découverte, mais quand même à ce point-là, et je le décris quand même avec précision, qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, en fait, aujourd'hui, le constat, qui devrait être fait d'ailleurs par l'ensemble des responsables politiques qui, là, aujourd'hui, candidatent à l'élection présidentielle, et j'en parle comme ça parce que ça fait partie des débats de l'élection présidentielle, la question de l'énergie et du nucléaire, c'est que, en fait, la filière industrielle française du nucléaire est dans un piteux état. Et EDF. Et EDF. Et donc, je rapporte ça dans l'enquête avec plein de détails. Et tu parlais des Chinois et des Américains, et effectivement, je décris comment Chinois, Américains, Russes se bataillent à l'international pour avoir là aussi le leadership sur l'industrie nucléaire civile, comment en France, il y a des lobbies qui privilégient telle option étrangère ou telle option étrangère. Il ne faut pas se leurrer. C'est des jeux de lobby extrêmement puissants sur la place de Paris, sur la question du nucléaire. Dans le choc de cette nouvelle guerre froide économique, notamment entre la Chine et les États-Unis, la France est souvent prise au piège, souvent écartelée. C'est un piège infernal qui dure depuis 20 ans. Sur le nucléaire, c'est vraiment catastrophique qu'on soit pro ou anti-nucléaire. Tu dis au début que Emmanuel Macron est tenu. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Non, mais au début, tu dis ça, et puis après, tu cites un vendeur d'armes qui explique ses déboires et qui dit qu'il est tenu. Mais il est tenu par qui ? Ça, c'est une question à laquelle je ne réponds pas. C'est l'interrogation de certains interlocuteurs qui, face
au côté extrêmement, en godille de la politique internationale d'Emmanuel Macron, se demande si c'est uniquement des non-choix stratégiques, le fait qu'il n'ait pas de stratégie, qui passe donc d'un sujet à un autre, ou si il est dépendant de différents intérêts économiques ou intérêts étrangers. Et donc, c'est aussi un des fils rouges de l'enquête. Je n'y réponds pas sur la personne d'Emmanuel Macron exactement, mais par exemple, pour répondre à ta question en partie, il y a toute une partie sur le renseignement, et notamment le renseignement électronique. Je parle de la NSA. Et j'ai vu là aussi des anciens responsables du renseignement français. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, la plupart des responsables politiques français, donc c'est au-delà même de la personne d'Emmanuel Macron, ne prennent pas, comme d'ailleurs une partie des dirigeants économiques français, ne prennent pas la mesure du danger du renseignement électronique. Et quand la question a été posée de est-ce qu'un des portables du président de la République aurait pu être, parce qu'on n'a pas totalement la réponse, mais en tout cas on sait que potentiellement il a été une cible de renseignement électronique sur un de ses portables, là pour le coup le logiciel israélien, eh bien ça pose des questions de qu'est-ce que les services de renseignement peuvent savoir sur nos responsables donc c'est politiques. le NSA qui l'écoutait, enfin c'était pas non, là en l'occurrence, c'est les Israéliens. On ne sait pas qui c'est, mais on sait que c'est un logiciel israélien. Dernier point, c'est vraiment une question personnelle là, c'est qu'après avoir écrit tout ça, après avoir tout ça dans la tête, enfin tout ce travail, on est en campagne pour les présidentielles. Quel est ton avis de journaliste et plutôt de citoyen sur cette campagne présidentielle? Je suis assez désolé de voir le niveau du débat. Je suis effrayé de voir que les questions, là pour le coup portées par l'extrême droite, on prime sur tous les sujets qui m'apparaissent importants et d'ailleurs que j'expose dans le livre. À force d'avoir mis de côté les sujets stratégiques qui ont pourtant des conséquences sur la vie des gens, encore une fois en termes d'emplois perdus, en termes de difficultés pour protéger le climat, en termes de difficultés sur les questions environnementales. Un dernier élément, un tout petit dernier élément, l'externalisation des industries en Chine, on a fait croire que ça allait permettre de ne pas se soucier de la question du climat dans le pays. En gros, que ça allait diminuer notre bilan carbone. Donc, c'était tout bénéfice. Mais c'était une réflexion financière totalement à courte vue par rapport à l'immensité, à l'ampleur et des enjeux qui sont aujourd'hui globaux. Et dans cette histoire-là, quand on décide aujourd'hui potentiellement de réinternaliser certaines activités industrielles, en fait, ça diminuerait aussi notre facture énergétique, mais également le bilan carbone de la France. Parce que pour amener des produits de Chine, on dépense en réalité beaucoup de carbone. Et donc ça, c'est un élément parmi d'autres. Et toute la complexité que j'aborde ici, elle n'est pas là. Et à la place, c'est les médias principalement, enfin certains médias, mais quand même beaucoup, ne font que parler de repli, de haine des uns contre les autres. Oui, certains candidats en font, on a cité Zemmour, mais il y a également Marine Le Pen, Valérie Pécresse qui parle du remplacement, le président de la République lui-même aussi qui a parfois eu des sorties sur ces éléments-là. On ne fait que parler de questions. Alors que derrière, enfin, le portrait que tu brosses de la Macronie est quand même édifiant. Quoi. Oui, pour ceux qui votent Macron, je vous invite à lire le livre. Quoi. Si vous continuez, enfin moi, j'ai rien contre la personne, mais il y a une sorte de folie dans cette histoire. Il y a une sorte de folie. Le personnage, il y en a plusieurs. Quand on met bout à bout tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, on est... Il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de... Non, c'est d'ailleurs, j'ai buté à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête parce que j'essayais parfois de comprendre quelque chose qui était en réalité inexplicable parce que justement, les acteurs eux-mêmes qui sont au poste de décision sont parfois dans des relations totalement irrationnelles. Quand on sort de ton livre, on est à la fois épuisé et inquiet et on se dit comment on va sortir de tout ça. Tu parles de l'élection présidentielle, j'invite mes potentiels lecteurs à s'emparer des sujets comme citoyen, des sujets que j'aborde dans le livre, parce que je pense que c'est important que le monde associatif, que le monde politique, le monde syndical, mais également les acteurs du monde économique. Regarde, même maintenant, Roux de Bézieux parle de planification écologique. Comme quoi tout arrive. Mais j'invite l'ensemble de la population, en tout cas celle qui peut être intéressée à ces sujets, à s'emparer des sujets qu'il y a dans le livre. Ok. Et en micro, tu vas me dire par qui il est tenu, Macron, ou pas? Non, ça, j'en ai pas la réponse. Non, c'est une blague. Merci beaucoup, Marc. Merci. Je suis ravi de ces retrouvailles et t'as bien bossé, quoi. Oui, trop bossé. N'oubliez pas que si vous voulez qu'on continue à faire ce genre d'émission, voilà, c'est vous qui nous financez. On est
le seul service public d'information efficace, en tout cas sur Internet en France. Donc merci de nous soutenir et à bientôt et salut Marc et viens bosser chez nous de temps en temps. Salut Denis.